Avant, je pensais qu'à force de travail, je finirais par trouver ma place dans la famille de mon mari. Pendant 6 ans, je leur ai tout donné, des journées de 18 heures, des nuits blanches et une loyauté si absolue qu'elle a effacé ma propre vie. J'ai porté leur entreprise à bout de bras à travers des crises qu'ils n'ont même pas remarquées. J'ai gardé le sourire malgré l'épuisement, tandis qu'ils me considéraient comme un membre de la famille en public et irremplaçable en privé. Puis mon père est mort. Ce n'était pas un homme puissant. Il ne possédait pas d'immeuble et ne siégeait pas à des conseils d'administration. C'était juste mon père, l'homme qui m'a élevé, qui réparait tout de ses propres mains et qui attendait patiemment mes appels que je repoussais sans cesse. Quand j'ai demandé 4 jours de congé à la famille de mon mari pour l'enterrer, ils ne m'ont pas présenté leurs condoléances. Ils ont ri. Choisi le travail ou la famille, m'ont-ils dit. Comme si le deuil était une négociation. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas discuté. J'ai choisi. Et ce choix a tout changé. Je m'appelle Emma Walker. Et pendant longtemps, j'ai cru qu'être indispensable signifiait être protégé. J'ai épousé un membre de la famille Harrison il y a 6 ans. Aux yeux du monde extérieur, ils étaient puissants, respectés et admirés. Harrison Group était l'une des entreprises de logistique à la croissance la plus rapide de la région. Une image de marque irréprochable, une direction assurée et une réputation de valeur familiale. Cette phrase revenait sans cesse sur leur site web, lors des réunions avec les investisseurs, et même dans leurs courriels internes. Ce que personne ne voyait, c'était comment cet empire fonctionnait réellement. J'en étais le pilier. Officiellement, j'étais responsable des opérations. Mais ce titre ne reflétait pas la réalité. C'est moi qui me levais à 4h30 du matin pour coordonner les livraisons à travers les fuseaux horaires. C'est moi qui restais au bureau jusqu'à ce que le service de sécurité éteigne la moitié des lumières et qui résolvait les problèmes que personne d'autre ne voulait s'occuper. Quand des contrats étaient sur le point de capoter, mon téléphone sonnait. Quand les systèmes tombaient en panne, je ne dormais pas tant qu'ils n'étaient pas réparés. Les journées de 18 heures n'étaient pas une phase. C'était mon quotidien. J'ai appris à dîner avec des distributeurs automatiques et à sourire en réunion malgré la fatigue qui me brouillait la vue. Mon agenda ne comportait aucun week-end. Les jours fériés se résumaient à des journées plus calmes pour les courriels. Même le jour de mon anniversaire, je répondais au téléphone depuis des salles de conférence pendant que la famille de mon mari trinquait au champagne dans un complexe hôtelier que je leur avais aidé à se payer. Ils me disaient ambitieuse. Ils me disaient fiable. Ils ne m'ont jamais dit que j'étais fatiguée. Mon beau-père, Robert Harrison, aimait me tapoter l'épaule pendant les réunions et dire « Emma est très travailleuse. Elle fait tourner la machine. Très travailleuse. Pas brillante. Pas irremplaçable, juste utile. » Ma belle-mère, Linda, me complimentait de 1000 façons. « Tu es une si bonne épouse », disait-elle avec un sourire crispé. Toutes les femmes ne feraient pas autant de sacrifices pour leur famille. Das sacrifices. Ce mot me poursuivait partout. Mon mari, Daniel, en profitait le plus et s'en rendait le moins compte. Il appréciait le train de vie que mon travail me procurait, le pantouse, les vacances, le statut social. Quand je rentrais tard, il levait les yeux de son téléphone et me demandait « Encore une longue journée ». Jacquias guys. Il acquiesçait à son tour et c'était tout. Parfois, il plaisantait à mon sujet devant les autres. Emma n'a pas besoin de se reposer. Il a ri. Elle est guidée par la discipline. Tout le monde a ri, moi y compris. Car dans cette famille, la faiblesse était dangereuse. Si vous la laissiez paraître, vous étiez discrètement écarté. Je l'ai vu arriver à d'autres, des managers épuisés, des employés qui réclamaient plus de flexibilité, des personnes qui avaient osé privilégier leur vie personnelle. Ils n'ont pas été licenciés en grande pompe. Ils ont simplement disparu. Alors j'ai appris à endurer. Je me disais que c'était temporaire. Que lorsque la prochaine fusion serait finalisée, lorsque la prochaine expansion se stabiliserait, lorsque la prochaine crise serait passée, je ralentirais enfin. Je pensais qu'en donnant suffisamment de temps, d'énergie et de loyauté, je finirais par être considéré comme plus qu'un simple atout. Ce que je ne comprenais pas alors, c'était une vérité simple. Chez les Harrison, plus on donnait, moins on était humain. Et quand mon père est mort, je leur avais déjà tout donné. L'appel est arrivé un mardi soir, peu après 22 heures. J'étais encore au bureau, seul comme d'habitude. Le bâtiment était plongé dans un silence pesant depuis des heures, un silence tel que même le bourdonnement du climatiseur paraissait assourdissant. L'écran de mon ordinateur portable brillait devant moi, des rangées de chiffres flous après une journée interminable. Je me souviens m'être frotté les yeux, m'être regardé et m'être dit que je serais parti dans 5 minutes. Je me le disais toujours. Puis mon téléphone s'est allumé. Mark. Mon petit frère n'appelait jamais si tard, sauf en cas d'urgence. J'ai senti une angoisse m'envahir avant même de répondre. Emma, a-t-il dit, la voix déjà brisée.
Tu dois t'asseoir. Je me suis assise lentement. Ma main s'est crispée sur le téléphone. C'est papa, a-t-il poursuivi. Il est décédé il y a environ 1 heure. Un instant, tout s'est figé. Les chiffres sur mon écran sont restés immobiles. Le tic-tac de l'horloge murale était assourdissant. Je fixais le vide, sans vraiment rien voir, tandis que ces mots résonnaient sans cesse dans ma tête. Papa est parti. Mon père est parti. Je savais que ce jour arriverait. Sa santé se détériorait depuis des années, et chaque appel de Marc était source d'une inquiétude plus grande que le précédent. Pourtant, rien ne vous prépare à cette fatalité. La certitude qu'il n'y aurait plus de seconde chance, plus de visites reportées, plus d'appels sans réponse auxquels on pourrait revenir plus tard. Je rentre, dis-je machinalement. Je réserve le premier vol. Marc expira bruyamment. D'accord, je vais commencer à ranger. Il aurait voulu que tu sois là. Après avoir raccroché, je restais assise là, immobile, pendant un long moment. J'avais les mains glacées. Ma gorge me brûlait, mais aucune larme ne coulait encore. Je pensais à mon père, Thomas Walker, dans sa petite maison de Ohio. Un homme discret, un homme patient, le genre de père qui ne se plaignait jamais quand j'annulais des visites ou que j'écourtais des appels à cause du travail. Fais de ton mieux, Amy. Il disait toujours, je suis fier de toi. La culpabilité m'envahit d'un coup, vive et pesante. Ce soir-là, je fis ma valise, non pas pour l'aéroport, mais pour la réunion que je savais devoir avoir d'abord. Je quittai le bureau et appelai Robert Harrison en descendant le couloir désert. Il répondit à la 3e sonnerie. Robert, dis-je prudemment, d'une voix calme. Mon père est décédé ce soir. Il y eut un silence, juste assez long pour que j'attende des condoléances, peut-être même un accusé de réception polie. Au lieu de cela, il s'éclaircit la gorge. Je comprends. Je dois rentrer, poursuivis-je. Juste 4 jours. Je m'occuperai de tout. Nouveau silence. J'entendais une autre voix en arrière-plan. Celle de Linda, faible mais indubitable. Puis un petit rire. Emma, dit Robert, son ton soudainement professionnel. C'est une période très délicate pour l'entreprise. Mon estomac se noie. Je comprends, répondis-je en serrant le téléphone plus fort. C'est pour ça que je vous le demande maintenant. 4 jours, c'est tout. Il n'y avait aucune compassion dans sa voix lorsqu'il répondit. On peut en discuter demain, dit-il. Ce n'est pas une décision que l'on peut prendre sous le coup de l'émotion. La communication fut coupée. Je restais là, dans le couloir, fixant mon reflet sombre dans la paroi vitrée. Mon père venait de mourir, et déjà le poids des attentes m'écrasait. Pour la première fois, une pensée terrifiante me traversa l'esprit. Et s'il ne me laisse pas y aller? Pire encore, et si je devais choisir? La réunion était prévue le lendemain matin à 9 heures. Je n'ai quasiment pas dormi cette nuit-là. Allongé dans le noir, les yeux rivés au plafond, je repensais sans cesse à la voix de mon père. Je suis fier de toi. Chaque fois que je fermais les yeux, la culpabilité m'envahissait comme une lente vague. J'aurais dû rentrer plus souvent. J'aurais dû insister davantage pour avoir du temps. J'aurais dû être là. Quand je suis arrivé au bureau, j'étais sous l'effet de l'adrénaline. Robert et Linda Harrison étaient déjà installés dans la salle de conférence. Posture impeccable, expressions per phase. Mon mari, Daniel, était assis à côté d'eux, absorbé par son téléphone comme si c'était une réunion comme les autres. « Assieds-toi, Emma » dit Robert en désignant la chaise en face d'eux. Je m'exécutai. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, commençai-je. Les obsèques de mon père ont lieu ce week-end. J'ai pris en charge toutes les opérations à venir. J'ai besoin de 4 jours de congé, dis-je calmement. Apparemment, comme si cette réponse était raisonnable. Linda inclina la tête et esquissa un sourire fin et tranchant qui n'atteignait jamais ses yeux. 4 jours, répéta-t-elle. Pendant une période de transition en fin de trimestre. Oui, ai-je répondu. Mon père vient de mourir. Voilà, c'était dit. Ces mots pesaient lourd sur la pièce, mais personne n'a réagi comme je l'avais imaginé. Robert s'est adossé à sa chaise. Emma, a-t-il dit. On perd tous des êtres chers. C'est la vie. Daniel a finalement levé les yeux. Chérie, a-t-il ajouté doucement. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Je me suis tourné vers lui, et l'infidélité m'a envahi. Daniel, c'est mon père. Il a soupiré et s'est frotté les tempes. Je sais, mais l'entreprise a besoin de toi maintenant. L'entreprise. Linda a ri doucement. Tu es émotive, a-t-elle dit. C'est compréhensible, mais les émotions ne doivent pas interférer avec les responsabilités. Mes mains se sont crispées en poing sous la table. Je n'ai jamais laissé mes émotions interférer avec mon travail, ai-je dit. Jamais. Je demande 4 jours. Le visage de Robert s'est durci. Et je te le dis,
4 jours pourraient nous coûter cher. D'Emilio. Unsilence peasant essenstalla entre nous. Puis Linda prononça les mots qui résonneraient dans ma tête pendant des semaines. Choisis le travail ou la famille. Elle le dit d'un ton léger, nonchalant, comme si elle donnait un conseil de carrière, et non comme si elle forçait une femme à choisir entre le deuil et l'obéissance. Je la fixai, attendant que quelqu'un, n'importe qui, dise le contraire. Daniel ne dit rien. Emma, reprit Robert. Si tu pars maintenant, le conseil d'administration aura des questions. On pourrait commencer à douter de ton engagement. Tu menaces mon poste? Demandai-je doucement. Je te rappelle les conséquences, répondit-il, mon cœur battant la chamade. Non pas par peur, mais par quelque chose de plus aigu. De la colère, de la lucidité. J'ai donné 6 ans de ma vie à cette entreprise, dis-je d'une voix tremblante. Malgré mes efforts, j'ai manqué des fêtes, des anniversaires, des commémorations. J'ai travaillé 18 heures par jour sans me plaindre. Et maintenant, alors que mon père est mourant, tu dis que je ne mérite pas 4 jours. Le sourire de Linda Asafaka. N'en fais pas toute une histoire. Daniel reprit enfin la parole, la voix tendue. Emma, n'en fais pas toute une histoire. Je me tournai vers lui. En faire toute une histoire? Répétai-je. Mon père est mort. Il parut mal à l'aise, gêné. Ça ne veut pas dire que tu dois tout jeter par la fenêtre, dit-il. Unsilence peasant essenstalla and moi. Robert S. Leva, signalant la fin de la conversation. Tu as le choix, dit-il fermement. Si tu pars sans autorisation, les RH réagiront en conséquence. Comme attiré par ces paroles, mon téléphone vibra sur la table. RH. Je ne répondis pas. Inutile. J'avais déjà compris. Il n'était pas question de 4 jours. Il était question de contrôle. Je me levai lentement, ma chaise raclant légèrement le sol. Je ne vais pas discuter, dis-je. Je vous donnerai ma réponse bientôt. Personne ne tenta de m'arrêter lorsque je sortis de la pièce. De retour à mon bureau, je lus enfin le message des RH. Il était court, formel et froid. Une absence non autorisée peut entraîner des sanctions disciplinaires, y compris une rétrogradation ou un licenciement. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé le plafond. Le travail ou la famille? Il pensait que ce choix me briserait. Il ne se doutait pas qu'il me libérerait. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là. Après l'apparition du message des RH sur mon écran, je suis restée assise là, immobile, longtemps après que les lumières du bureau se soient éteintes. Le bâtiment me paraissait vide, comme une coquille vide qui avait déjà perdu toute raison d'être. Pendant 6 ans, cet endroit avait été mon univers. Maintenant, il me semblait être une cage que je pouvais enfin voir. J'ai pensé à mon père. J'ai repensé à notre dernière conversation. Il avait l'air fatigué, mais il essayait encore de plaisanter. Ne travaille pas trop, Amy, m'avait-il dit. On n'a qu'une vie. J'ai fermé les yeux et j'ai senti un calme intérieur s'installer. À 210 mètres d'altitude, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai réservé le premier vol pour l'Ohio. Sans hésiter. Le courriel de confirmation est apparu à l'écran, et avec lui une étrange sensation de calme. La décision était prise. Avant de partir, j'ai fait une dernière chose. J'ai ouvert un document vierge et je l'ai longuement contemplé, les doigts hésitants au-dessus du clavier. J'avais rédigé des milliers de rapports, de contrats et de plans d'urgence pour cette entreprise. Mais ce document me semblait plus lourd que tous réunis. Au conseil d'administration, je démissionne de mon poste avec effet immédiat. C'était tout. Aucune explication, aucune excuse. En cliquant sur « Envoyer », mes mains tremblaient, non pas de peur, mais sous la prise de conscience que je venais de franchir une limite irréversible. J'ai silencieusement fait ma valise, emportant mon ordinateur portable, des vêtements de rechange et mon passeport. Rien d'autre ne comptait. En sortant du bâtiment, le gardien de sécurité m'a fait un signe de tête, ignorant que ce serait la dernière fois que je quitterais l'Empire Harrison. L'air nocturne était froid et vif, me transperçant de fatigue. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas précipité sur ma tâche suivante. Je n'ai pas consulté mon téléphone toutes les 30 secondes. J'ai simplement marché. Mon téléphone s'est mis à vibrer presque aussitôt. Daniel, Robert, Linda, je n'ai pas répondu. Arrivé à mon appartement, ma messagerie vocale était pleine. Des messages de colère, de confusion, des ordres déguisés en sollicitude. Emma, qu'est-ce que tu fais? A exigé Daniel dans un message. Rappelle-moi immédiatement, a dit Robert dans un autre. Tu es imprudent, m'a averti Linda. Imprudent. Je fixais ma valise en la remplissant, les mains agissant machinalement. Cet appartement, ce bel espace coûteux, ne m'avait jamais semblé être chez moi. Il était meublé de choses choisies par quelqu'un d'autre,
payé au prix de sacrifices ignorés. Au fond d'un tiroir, j'ai trouvé une vieille montre. Mon père me l'a offerte pour ma remise de diplôme. Juste pour que tu te souviennes d'où tu viens, avait-il dit. Je l'ai mise à mon poignet et j'ai fermé ma valise. À l'aéroport, entouré d'inconnus et de néons, le poids de tout cela m'a finalement frappé de plein fouet. Mon père était parti. Mon mariage s'effondrait. Ma carrière, du moins celle que je connaissais, était terminée. Et pourtant, sous le chagrin, il y avait autre chose. Du soulagement. Au décollage de l'avion, j'ai collé mon front au hublot et j'ai regardé les lumières de la ville disparaître dans l'obscurité. Plus de réunions. Plus de menaces déguisées en loyauté. Plus de faux-semblants, la dévotion ne pouvant remplacer la dignité. J'ai murmuré à voix basse pour que personne ne m'entende. Je rentre à la maison, papa. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas choisi ce qu'on attendait de moi. J'ai choisi ce qui comptait. Je suis resté dans l'Ohio plus longtemps que prévu. Les funérailles se sont déroulées dans un flou de voix étouffées, de mains jointes et du bruit de la terre frappant le bois, un son doux, final, inoubliable. Je me tenais près de mon frère Marc, avec le sentiment qu'une partie de ma vie avait été enterrée avec mon père. Il aurait voulu que ce soit simple. Pas de grands discours, pas de cérémonie, juste la dignité. Après le départ de tous, nous sommes restés longtemps près de la tombe, silencieux. J'aurais dû rester plus longtemps, ai-je fini par dire. Marcus Secolatat. Il savait que tu l'aimais. Il aurait juste souhaité que tu t'aimes un peu plus, toi aussi. Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire. Les jours suivants, nous avons fouillé la petite maison de mon père. Chaque objet semblait plus lourd qu'il ne l'aurait dû. Une tasse abîmée, une pile de vieux reçus, une boîte à outils polie par des décennies d'utilisation. Mon père avait vécu discrètement et modestement. Il ne s'était jamais plaint d'argent, n'avait jamais parlé de l'avenir en termes grandioses. C'est pourquoi l'appel de l'avocat m'a complètement pris au dépourvu. Je vous appelle au sujet du testament de votre père, a-t-il dit. Pouvez-vous venir demain avec votre frère? J'ai supposé que c'était une formalité. La maison, peut-être quelques comptes d'épargne. J'ai failli dire que ça pouvait attendre. Mais non. Le cabinet d'avocat était petit et sans prétention. Marc et moi étions assis côte à côte, les bras croisés, prêts à une conversation sur la résolution du deuil, pas sur des surprises. Mais l'avocat a ajusté ses lunettes et a dit « Votre père a laissé un patrimoine d'une valeur d'environ 900 000 $. Je l'ai regardé fixement, certaine d'avoir mal compris. « Ce n'est pas possible », ai-je dit doucement. Il était mécanicien. L'avocat a hoché la tête. Il était aussi très prudent. Il a économisé. Il a investi lentement, régulièrement, pendant des décennies. J'ai senti une angoisse m'envahir. Il n'a jamais touché à cet argent, a poursuivi l'avocat. Il le voulait pour vous deux. Il a demandé qu'il soit partagé équitablement. J'ai eu le vertige. Mon père, cet homme qui portait le même manteau depuis 10 ans, qui réparait lui-même ses appareils électroménagers, qui me disait de ne pas m'inquiéter pour lui, avait discrètement constitué un filet de sécurité pour nous. Pourquoi ne nous l'a-t-il pas dit? Ai-je murmuré. L'avocat m'a regardé attentivement. Il a dit qu'il ne voulait pas que cela change votre mode de vie. Il voulait que ce soit la liberté. La liberté. J'ai fermé les yeux, les larmes coulant enfin. Après la réunion, Marc et moi sommes restés longtemps assis dans la voiture sans démarrer le moteur. Il se rongeait les sangs, a dit Marc, toujours préoccupé par notre avenir. Ce soir-là, autour d'un simple dîner dans la cuisine de mon père, j'ai tout raconté à Marc, le refus, les rires, les mots choisis, le travail ou la famille, la menace des ressources humaines, ma démission. Il écouta sans m'interrompre, la mâchoire serrée à chaque phrase. Quand j'eus terminé, il expira lentement. « Emma, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Je le regardai. « Quoi ?» Le groupe Harrison fait l'objet d'une enquête. Il parla de malversations financières au niveau fédéral. Des violations du droit du travail. Il leur manque un détail. Mon cœur rata un battement. « Lequel ?» Quelqu'un de l'intérieur, répondit-il. Quelqu'un qui comprend leur système, leurs rapports, leurs mensonges. La pièce me parut soudain plus petite. Je repensai aux nuits blanches, aux chiffres qui ne collaient jamais, aux consignes de ne pas poser de questions, à la pression pour falsifier les rapports sans explication. Ils ne t'ont pas seulement empêché d'enterrer ton père, poursuivit Marc. Ils ont fait du mal à beaucoup de gens. Je me suis serré contre moi-même, tremblante non pas de peur, mais de lucidité. Mon père avait travaillé toute sa vie avec honnêteté, discrétion et intégrité. Il m'avait laissé bien plus que de l'argent. Il m'avait laissé un choix. Et pour la première fois, ce choix n'était pas entre le travail et la famille. C'était entre le silence et la vérité. J'ai regardé Marc et hoché lentement la tête. « Dis-leur ce dont ils ont besoin », ai-je dit.
L'orage approchait. Et cette fois, je n'avais pas peur. Je suis retourné sur place. Non pas par manque de pouvoir, non pas par manque d'argent, et certainement pas par manque de volonté. Je suis retourné sur place parce que le silence m'avait déjà coûté mon père. De retour à Chicago, je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. Je suis resté assise dans ma voiture, en face du siège du groupe Harrison, pendant près d'une heure, à observer les employés entrer et sortir de l'immeuble de verre que j'avais contribué à construire. Il paraissait identique, impeccable, sûr de lui, inaccessible. Mais je savais désormais la vérité. À l'intérieur de ce bâtiment, les mensonges étaient soigneusement empilés derrière des sourires de façade. J'ai pris une profonde inspiration, fixé mon regard sur un détail insignifiant, d'un air contrit, et je suis parti. L'appel arriva moins de 10 minutes plus tard. « Emma !» La voix de Robert Harrison résonna au téléphone. « Monte maintenant. » La salle de conférence me parut plus froide que dans mon souvenir. Robert se tenait près de la fenêtre. Linda était assise, les bras croisés. Daniel arpentait la pièce, tel un animal qui pressentait le danger sans encore le comprendre. Robert se tourna vers moi, le regard perçant. « As-tu conscience de ce que tu as fait ?»« Oui, dis-je doucement. J'ai commis une erreur. » C'était le premier mensonge que je leur disais. « Tu as humilié cette famille, » lança Linda. « Tu as abdiqué tes responsabilités. » Je baissai la tête. Mes émotions obscurcirent mon jugement. Daniel cessa de faire la sainte pas. « Alors tu admets avoir eu tort. »« Oui, » répondis-je. « Je veux réparer mes erreurs. » C'était la vérité, mais pas comme il l'imaginait. Robert M. observe a longment. Je pouvais presque lire le calcul dans son regard. Ils avaient besoin de moi. Ils ne m'avaient pas remplacé. Ils ne le pouvaient pas. L'entreprise commençait déjà à péricliter, les contrats s'accumulaient, les partenaires posaient des questions. Finalement, il a dit « Tu reviendras sous certaines conditions. » Peu importe, ai-je répondu. Encore des mensonges, encore plus d'orgueil. À partir de ce jour, j'ai vécu sous surveillance constante. Chaque courriel était copié, chaque décision remise en question. Linda me surveillait de près pendant les réunions, me corrigeant inutilement, me rappelant qui était aux commandes. Daniel m'adressait à peine la parole à la maison. Il considérait mon retour comme la preuve inévitable que je n'avais nulle part où aller. « Tu reviendras toujours » m'a-t-il dit un soir. « Tu ne sais pas vivre sans nous. » 8. Je n'ai pas répondu. Au travail, j'ai continué comme d'habitude. Sauf que maintenant, j'observais. J'ai vu des chiffres être déplacés là où ils n'avaient rien à faire. J'ai vu des factures transiter par des sociétés écrans. J'ai vu des heures supplémentaires effacées discrètement des dossiers des employés. Et j'ai tout documenté. Chaque soir, après le départ de tous, je restais. Je copiais les fichiers avec soin, lentement, envoyant de petits lots cryptés à Marc. Mon cœur battait la chamade à chaque bruit de pas dans le couloir. Chaque clic de souris me paraissait insupportable. Une fois, dit Robert en apparaissant soudainement sur le seuil de ma porte. « Tu travailles encore tard ?» demanda-t-il. Je souris sans lever les yeux. « Toujours. » Il hocha la tête d'un air satisfait et s'éloigna. J'étais soulagé au point de m'effondrer. À la maison, notre mariage révéla enfin sa vraie nature. Daniel avait cessé de faire semblant. Il critiquait ma façon de parler, de m'habiller, de me déplacer dans des pièces qui ne me semblaient plus miennes. Ces mots n'étaient pas criés. Ils étaient pires. Calmes et blessants. « Tu devrais être reconnaissante, » me dit-il. « Sans ma famille, tu ne serais rien. » Je le fixai du regard, de l'autre côté de la table, et je compris quelque chose d'effrayant. Il y croyait. Les semaines passèrent, puis les mois. La pression était constante. La peur était bien réelle, mais au fond, une détermination plus forte grandissait en moi. Puis, un matin, tout bascula. J'étais en réunion quand l'alarme se déclencha. Pas une alarme au sens propre, mais la panique. Les voix s'élevèrent. Les gens se précipitaient devant les parois vitrées. Quelqu'un a crié. « Agents fédéraux !» J'ai eu un frisson d'effroi. Des hommes et des femmes en veste sombre ont envahi le bâtiment, munis de mandats d'arrêt. Les ordinateurs ont été saisis. Les documents ont été emballés, les employés chuchotaient, terrorisés. Robert Apolli. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé. « C'est un scandale. » Je suis restée assise, les bras croisés, le visage impassible. Daniel m'a trouvée plus tard, tremblante. « Emma » a-t-il chuchoté. « Qu'est-ce passé-t-il » J'ai soutenu son regard calmement. « Je ne sais pas. Encore un mensonge. » En quelques jours, l'affaire a éclaté. Malversation financière, violation du droit du travail, fraude systématique. Le nom Harrison, autrefois intouchable, était partout pour les pires raisons. Robert a été arrêté. Linda a été interrogée.
Le conseil d'administration s'est effondré. Daniel s'est présenté à ma porte ce soir-là, le regard hagard. « C'est toi qui as fait ça », m'a-t-il accusé. « Tu as détruit ma famille. » Je l'ai regardé, impassible. « Non », ai-je répondu calmement. J'ai dit la vérité. Les papiers du divorce sont arrivés une semaine plus tard. Discrets, clairs, définitifs. Je les ai signés sans hésiter. En quittant cette vie pour laquelle j'avais tant supplié d'être accepté, j'ai compris quelque chose de profond. On m'avait dit de choisir entre le travail et la famille. Mais on n'avait jamais envisagé que je puisse avoir à choisir par moi-même. Et une fois ce choix fait, l'empire qui s'était nourri de mon silence ne pouvait plus survivre. Les conséquences ont été plus rapides que prévu. En quelques semaines, le groupe Harrison a cessé de faire comme si de rien n'était. Les clients ont résilié leur contrat. Les associés ont exigé des explications. Les employés chuchotaient dans les couloirs, qui semblaient soudain trop bruyants, trop exposés. La confiance impeccable qui régnait autrefois dans l'immeuble a disparu, remplacée par la peur et la suspicion. Robert Harrison a été le premier à tomber publiquement. Son nom est apparu à la une des journaux, accompagné de mots que la famille avait évités pendant des décennies: enquête, fraude, violation. Il a publié un communiqué dénonçant des malentendus et une trahison. Linda a ensuite donné des interviews accusant des employés déloyaux et des ingérences extérieures. Ils n'ont jamais prononcé mon nom. Ils n'en avaient pas besoin. Daniel, lui, l'a fait. Il est venu me voir tard un soir, sans prévenir, la cravate dénouée et l'assurance en miettes. Il paraissait plus petit que dans mon souvenir, comme un homme désorienté. « Tu as tout manigancé », a-t-il lancé dès que j'ai ouvert la porte. « Tu as tout manigancé depuis le début. » Je ne l'avais pas invité. Je n'en avais pas besoin. J'ai dit la vérité, ai-je répondu. C'est tout. Il a ri amèrement. Tu crois que ça te rend innocent? Tu as détruit tout ce qu'on a construit. J'ai soutenu son regard, calme et déterminé. On n'a rien construit ensemble, Daniel. J'ai tout porté et tu les as laissés m'utiliser. Sa mâchoire s'est crispée. Tu aurais pu nous protéger. Tu as choisi de ne pas le faire. J'ai secoué la tête. Non, j'ai choisi de ne plus mentir. Je me suis tue. Un instant, j'ai cru qu'il allait s'excuser, qu'il allait enfin comprendre ce qu'il avait fait, ou plutôt ce qu'il n'avait pas fait. Au lieu de cela, il a dit doucement. Mes parents disent que tu nous dois quelque chose après tout ce qu'on t'a donné. C'est là que j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à sauver. Je ne dois mon silence à personne, ai-je répliqué. Surtout pas. Au détriment de la dignité de mon père. Il est parti sans un mot de plus. La procédure judiciaire s'est déroulée sans incident de ma part. J'ai pleinement coopéré, fourni les documents demandés et répondu honnêtement aux questions. Les enquêteurs n'en avaient pas besoin. Les faits, aussi théâtraux soient-ils, suffisaient. Robert et Linda se sont battus avec acharnement. Avocats, retard, démenti public, mais les preuves ne disparaissent pas par magie. L'entreprise a été lourdement condamnée à une amende. La direction a été limogée. Le groupe Harrison a été placé sous stricte surveillance. Sa réputation, jadis glorieuse, a été irrémédiablement ternie. Daniel a demandé le divorce peu après. Aucun différend concernant les biens, aucune déclaration d'amour. Le mariage était déjà en ruine bien avant la signature des papiers. Ce qui m'a surpris, ce n'est pas la facilité avec laquelle j'ai tourné la page, mais le soulagement que j'ai ressenti ensuite. Un après-midi, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Tu nous as ruinés. Ça en valait la peine ?» Je suis resté longtemps figé devant l'écran avant de répondre « oui ». Puis j'ai bloqué le numéro. Je n'ai pas célébré leur chute. Je n'ai éprouvé aucun sentiment de triomphe. Ce que j'ai ressenti, c'est un soulagement plus profond et plus silencieux. Pour la première fois depuis des années, ma vie n'était plus dictée par la peur ou l'obligation. J'ai dormi toute la nuit. J'ai pris mes repas sans consulter mon téléphone. J'ai cessé de me préparer à la prochaine exigence. À la prochaine menace déguisée en attente familiale. Un arrêt. Je suis retournée sur la tombe de mon père avant de quitter l'Ohio. Je ne suis pas restée silencieuse. Je lui ai parlé doucement. J'espère que cela compte. Le vent soufflait dans les arbres, doux et régulier. J'ai choisi de croire qu'il aurait été fier, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je me tenais enfin droite. L'empire, ce monde qui me dominait, s'était effondré, et dans ses ruines, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je n'avais jamais été faible. J'avais simplement été entouré de personnes qui avaient besoin que je le croie. Ce chapitre était clos, et pour la première fois, l'avenir ne me semblait plus être quelque chose à survivre. Je le ressentais comme quelque chose que je pouvais construire. Je n'ai pas reconstruit ma vie du jour au lendemain. La guérison ne fonctionne pas ainsi. Pendant longtemps,
Après que tout fut terminé, le mariage, l'entreprise, sous la pression constante, je me réveillais chaque matin en m'attendant à ce que mon téléphone sonne. Une nouvelle demande, une nouvelle crise, une nouvelle voix exigeant encore plus de moi. Mais ces appels ne sont jamais venus. Et peu à peu, j'ai réappris à respirer. J'ai emménagé seul dans un petit appartement. Pas de comptoir en marbre, pas de baies vitrées. Juste des matins paisibles et la lumière du soleil filtrant à travers de simples rideaux. Je cuisinais pour moi-même. Je me promenais sans consulter mes emails. J'ai vraiment, profondément dormi pour la première fois depuis des années. Forte de cette expérience, j'ai créé un cabinet de conseil spécialisé dans les pratiques commerciales éthiques. Protection des travailleurs, transparence des systèmes, conditions de travail équitables et responsabilités claires. Le genre d'entreprise dont j'avais toujours rêvé, mais que je n'avais jamais eu. Les clients sont arrivés lentement au début. Puis, peu à peu, les gens m'ont fait confiance, non pas grâce à un nom prestigieux, mais parce que je comprenais à quel point l'ambition peut facilement se transformer en exploitation. Je n'ai pas promis de miracle. J'ai promis l'honnêteté, et cela a suffi. Mon frère Marc m'a énormément soutenu. Nous parlions souvent, parfois du travail, parfois de tout et de rien. Le week-end, nous allions ensemble sur la tombe de notre père. Nous ne pleurions pas toujours. Parfois, nous restions simplement assis là, en silence. Je pense qu'il aimerait la personne que tu es devenue, m'a dit Marc un jour. J'ai souri. Je l'espère. Un après-midi, des mois plus tard, j'ai reçu un email d'un ancien employé du groupe Harrison. Merci. Grâce à ce que vous avez fait, nous avons enfin récupéré nos salaires impayés. Des gens comme moi avaient peur de parler. Vous l'avez fait pour nous. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai laissé ce moment m'envahir. C'est à cet instant que j'ai su que j'avais fait le bon choix. Pas parce qu'ils étaient tombés, mais pour ceux qui avaient été protégés. Je ne hais pas la famille de mon ex-mari. La haine signifierait qu'ils auraient encore un pouvoir sur moi. Ce que je ressens à la place, c'est une distance claire et définitive. Il m'avait dit un jour que je devais choisir entre le travail et la famille. Il n'avait jamais imaginé que je choisirais la dignité. Aujourd'hui, ma vie est plus calme. Plus petite sur ce qui importe peu, plus riche sur ce qui compte vraiment. Je travaille dur, mais je m'arrête. Je me soucie des autres, mais je ne m'efface plus. Je donne, mais jamais au détriment de moi-même. Et quand je repense à la femme que j'étais épuisée, obéissante, terrifiée à l'idée de demander 4 jours pour enterrer son père, j'aimerais remonter le temps et lui dire ceci. Tu méritais tellement plus. Tu as simplement demandé aux mauvaises personnes. J'ai choisi ma famille. J'ai choisi la vérité. Je me suis choisi moi-même.